Congo, ekolo na biso tobongisa yango. Congo, ekolo monene. Bienvenue sur Congo Liberté. Nous recevons aujourd'hui M. Lazare Monzeo, membre du CNRT. Bonjour. Bonjour monsieur. Alors, vous êtes membre du CNRT. Est-ce que vous pouvez nous rappeler succinctement ce que c'est le CNRT? Est-ce qu'il y a différents pôles par exemple? Oui, au sortir de l'été dernier, suite à l'annonce par le président Denis Sassou Nguesso de la modification de la Constitution pour pouvoir s'éterniser au pouvoir, les compatriotes congolais de France, des États-Unis, du monde ont décidé de créer un organe appelé le CNRT Congo pour peser de leur poids et empêcher que cette constitution, la modification ne voit le jour. Et du coup, dans la structuration du CNRT Congo, nous avons décidé à la fois de travailler sur le présent et aussi se mettre dans la prospective. Donc nous avons mis en place 3 collèges. La société civile pour les actions de terrain, le collège politique pour les actions diplomatiques et ensuite le collège des experts pour se mettre dans la prospective, pour travailler sur le Congo 2.0, c'est-à-dire le Congo de demain. Alors, vous-même, vous faites partie donc du CNRT. Vous êtes dans quelle commission? Dans quel pôle? Je suis dans le pôle des experts. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un tout petit peu de quoi s'agit-il du pôle des experts? Alors, le pôle des experts a pour mission de réfléchir sur les problèmes, les difficultés qui minent le Congo et proposer des solutions. Et dans le CNRT, vous avez bien compris qu'il s'agit du Conseil national de la résistance et de la transition. Le pôle des experts est chargé de préparer la transition. Comme vous venez de le dire, vous réfléchissez sur le Congo 2.0, comme vous l'avez appelé, mais avant toute chose, il y a une actualité brûlante au pays, il y a des arrestations en masse qui se font au pays, et on a appris mardi 14 que le général Mokoko était interpellé dans les locaux de la sécurité d'État. Le jeudi 16, il a été transféré à la maison d'arrêt. Quel est votre sentiment à ce sujet? C'est une situation assez ubuesque. Nous avons donc le général Mokoko qui a accepté, dans la mesure où il a déjà pris sa retraite de l'armée, il a accepté de concourir pour redonner les libertés fondamentales aux Congolais, remettre en scène la démocratie au Congo, et il a concouru. D'aucuns disent qu'il est arrivé en tête aux dernières élections présidentielles. Donc vous voyez un candidat qui se présente à l'élection présidentielle qui arrive en tête, et c'est ce même candidat que l'on décide, en bombant le torse, en voulant prouver que l'on est fort, de mettre aux arrêts, mais sans explication aucune. Il y a quand même des griefs qui lui sont reprochés. On parle de détention d'armes de guerre, on parle aussi de déstabilisation des institutions de l'État. C'est quand même des faits graves. Non, vous savez, ça me fait rappeler le parti unique. C'est-à-dire qu'on avait ce genre de procès d'intention. Si il y a des gens ou une partie de la population qui détient, je dirais, les armes, c'est plutôt le pouvoir en face. Ils se sont armés, ils ont acheté des armes, ils ont fait venir de troupes étrangères, pour ne pas parler de mercenaires. Le général Mokoko ferait passer les armes par quels moyens? Les armes tomberaient du ciel? Alors, ce que la presse proche du pouvoir dit, en tout cas, le général Mokoko préparait un coup d'État avec des mercenaires stationnés au Gabon. On lui reproche aussi d'être proche des Kabindé, ce qui explique la venue d'Ali Bongo à Oyo, dans le village de M. Sassou, et le déplacement de M. Denis Sassou Nguesso à Luanda. Il y a peut-être des preuves. C'est un tissu de mensonges qui révèle toute la fourberie. Vous voyez Ali Bongo, vous connaissez les relations qui lient, en dehors du fait que M. Ali Bongo est président de la République du Gabon, mais il y a des relations familiales qui lient la famille Denis Sassou Nguesso à la famille Bongo. D'accord? Et je vois mal en quoi Ali Bongo se mêlerait
d'un coup d'État qui ne dit pas son nom. Ce sont de fausses accusations. D'accord ? Et de toutes les façons, le président Dos Santos avait déjà lors de la visite du président Hollande à Luanda, il avait dit qu'il ne se mêlerait pas des affaires du Congo, contrairement à ce qui s'est passé en 1997. Alors, est-ce que le général Mokoko n'a pas sous-estimé la force de M. Denis Sassou Nguesso? Non, je ne crois pas. Le général Mokoko se disait que l'heure était venue, qu'il avait une mission à accomplir en tant que général d'armée, et qui se disait s'il y avait quelqu'un qui devait ramener Denis Sassou Nguesso à la raison, en tant que militaire aussi, c'était bien lui. Donc il s'est lancé dans la course à la présidentielle en ayant ce point présent à l'esprit. D'accord ? Mais il ne s'agissait pas de force. Mais quand vous parlez de force, moi ça me fait sourire, ça me fait penser à ce que Blaise Pascal avait dit. La force, on observe la force au Congo, il n'y a pas de justice. La force sans la justice est une tyrannie. M. Sassou Nguesso nous démontre par A plus B qui n'est ni plus ou moins qu'un tyran. Alors, mais le général Mokoko, quelque part, s'est quand même comporté comme un civil. On l'interpelle plusieurs fois, personne ne bouge, et en particulier, on n'a pas du tout entendu les responsables politiques congolais, à travers des déclarations, condamner l'arrestation de Mokoko. Est-ce que vous pensez, comme certains, que finalement le général Mokoko est considéré comme un intrus par différents leaders? Non, je ne crois pas. J'ai le souvenir d'avoir lu le communiqué de l'Alliance Frocal-IDC et les sympathisants de Jean-Marie Mokoko qui condamnaient l'interpellation de M. Mokoko. Donc on ne peut pas dire que les opposants ont les mains dans les poches, ils n'interviennent pas. La preuve, vous êtes en train de m'interviewer et je dénonce avec force cette arrestation arbitraire. J'entends bien, sauf que on aurait quand même voulu entendre Parfait Kolela, M. Tsassima Biala, Claudine Mounari. Est-ce que finalement on ne se cache pas derrière l'IDC Frocal? Il aurait quand même fallu que ces personnalités-là s'expriment. D'accord, mais ce que j'aimerais vous dire, c'est que les opposants, les leaders politiques, les chefs de parti ne sont pas libres de leur mouvement. Ils sont en résidence surveillée, ils sont emprisonnés, d'accord ? Ils ne peuvent même plus se déplacer. Ceux qui ont quelques maladies ont du mal à sortir, consulter des médecins, s'acheter des médicaments. Donc ils sont en prison, mais c'est une prison à ciel ouvert. C'est une prison qui ne dit pas son nom. Donc comment voulez-vous qu'ils puissent prendre publiquement position ? Et je pense qu'il devait y avoir une conférence de presse hier. Denis Sassou Nguesso et ses Sherpas ont envoyé des troupes, ils ont sorti des chars pour empêcher que les leaders se rendent au siège du parti CADD et empêcher que la population aussi ne se rende en masse au siège de ce parti pour assister à la conférence de presse. Lazare Munzeo sur Congo Liberty, membre du CNRT. Alors, j'entends bien que vous défendez votre chapelle, celle de l'opposition. Vous dites que les dirigeants de l'opposition sont en résidence surveillée, j'entends bien. C'est quand même pas le cas de Pascal Tsatsima Biala actuellement en Europe. C'est quand même pas le cas de Parfait Kolela. Et c'est quand même des dirigeants qui ont des organisations, ils peuvent rédiger un communiqué, ils ont des porte-paroles, il n'y a quand même rien. Est-ce que finalement, ce n'est pas un groupement politique de façade? Alors, très sincèrement. Sincèrement, mais on entend ce procès, je ne sais pas si c'est quelque chose de fondé ou pas, et vous dites que M. Pascal Tsatsima Biala... Il n'y a aucun communiqué, M. Lazare. Oui, mais je n'en disconviens pas, et je pense que vous posez là des questions très pertinentes. J'espère que ces dirigeants de partis politiques suivront cette interview et qui s'exprimeront en conséquence. En effet, ça étonne tout le monde. Je ne suis pas là pour défendre X ou Y.
Et il s'avère que M. Mokoko, quand il est arrivé à Brazzaville, il avait été accueilli par les représentants des plateformes IDC Frocal. Donc il fait partie des membres de l'opposition, ceux qui veulent que la démocratie soit remise en selle au Congo-Brazzaville. Donc quand un des leurs est arrêté, ils doivent s'exprimer et s'exprimer avec force. Et j'espère que dans les prochains jours, Monsieur Parfait Kolela, Pascal Tsati Mabiala, Madame Mounari et autres s'exprimeront. Et peut-être que pour ceux qui sont au Congo, ils attendaient l'occasion avortée d'hier pour s'exprimer, mais pour ceux qui sont à l'étranger, en la personne de Monsieur Pascal Tsati Mabiala, il pourra se rapprocher, il doit avoir une ou un attaché de presse, il pourra avoir des passages radio ou télé pour pouvoir nous donner son opinion. Lazare Monzeo, membre du CNRT sur Congo Liberty. Alors, je vais vous parler des relations franco-congolaises, en particulier de la position de la France que les Congolais sont en train de railler. D'aucuns pensent que le président François Hollande est un soutien affirmé de M. Denis Sassou Nguesso parce qu'il ne dit mot ni dans les massacres dans le Pool, ni suite à l'arrestation du général Mokoko et de bien d'autres. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, ce que je peux dire et ce que je sais pour avoir été reçu, c'était au mois d'octobre dernier par Jean-Christophe Béliard, le directeur Afrique du Quai d'Orsay, c'est que la France s'aligne sur la position de l'Union européenne. Dès lors que l'Union européenne ne reconnaît pas la mascarade électorale au Congo-Brazzaville, dès lors que l'Union européenne condamne les massacres du Pool, dès lors que l'Union européenne insiste auprès du gouvernement de Brazzaville pour donner libre accès aux ONG et à ses représentants pour se rendre dans le Pool, évaluer la situation, nous devons nous dire que c'est la France qui s'exprime au travers de l'Union européenne. Je sais que nous avons des relations filiales avec la France et que la voix de la France porte, mais la position de la diplomatie française, c'est de dire, c'est à l'Union européenne, donc l'institution regroupant les 28 États membres, de s'exprimer. Donc nous, Congolais, nous devons plutôt écouter ce que dit l'Union européenne au lieu de courir après une parole de la France. Alors, moi j'entends bien ce discours, mais sur le Burundi par exemple, la France a été très active. La France n'a pas attendu la position de l'Union européenne. Et comme vous le savez, au Congo, les pressions de la France sur les différents gouvernements congolais, on peut parler de celui de Pascal Lissouba, n'est pas une simple vue de l'esprit. Est-ce que la France ne se cache pas derrière l'Union européenne? Non, en sachant que son ambassadeur, excusez-moi, M. Lazare Monzeo, est allé voir le général Mokoko pour lui demander d'essayer de s'entendre, hein, je ne vais pas dire capituler, mais en tout cas, à demander au général Mokoko d'arrondir les angles. Oui, mais là, vous parlez du nouvel ambassadeur ou de l'ancien ambassadeur? De l'ancien. Oui, mais l'ancien ambassadeur, c'est le passé, on n'en parle plus. Il a été, je ne veux pas dire relevé de ses fonctions, mais il est parti ailleurs. Il y a un nouvel ambassadeur, et de toutes les façons, je dirais, c'est un peu à double tranchant. Et tout à l'heure, on se disait, on attendait que la France intervienne, donc ça peut s'apparenter à l'ingérence de la France sur les affaires du Congo. Et là, vous dites, l'ambassadeur a insisté. Mais ce n'est pas dans les attributions d'un ambassadeur que d'aller voir un candidat à l'élection présidentielle, le candidat qui est arrivé en tête de l'élection présidentielle, et lui demander d'infléchir sa position. D'accord? Mais ce que nous savons, c'est qu'il y a certainement des messages diplomatiques, des câbles diplomatiques, comme on le dit, qui se passent entre le Congo et Paris. Paris, pour l'heure, n'a pas besoin de condamner individuellement, publiquement et avec force les massacres de Brazzaville, le régime de Denis Sassou Nguesso, mais je n'ai pas de doute, ils le font au travers des câbles diplomatiques. Lazare Monzeo sur Congo Liberty. Alors, le célèbre écrivain congolais Alain Mabankou a été reçu par le président Hollande le mardi 14 juin. Il ressort du communiqué de l'Élysée
un appel au dialogue des interlocuteurs congolais. En tout cas, la sortie de crise pour l'Élysée doit se faire dans le dialogue intercongolais. Est-ce que vous pensez que c'est la voie indiquée pour une sortie de crise au Congo? Est-ce que vous êtes pour le dialogue avec le pouvoir de M. Denis Sassou Nguesso? Alors, on nous demande de choisir indirectement, c'est pas indirectement, mais nous avons deux voies possibles. Soit la force, c'est-à-dire les armes, la guerre civile, ou le dialogue. D'accord? Mais toutes les personnes, toutes les âmes prises de liberté et de démocratie diront qu'il vaudrait mieux aller au dialogue. Et de toutes les façons, l'histoire nous montre, même après une guerre, il y a toujours un dialogue. La Première Guerre mondiale, nous avons eu Versailles. La Seconde Guerre mondiale, il y a eu Yalta. Donc, pour ce qui est du Congo, un pays qui a déjà connu des guerres civiles, il n'y a pas seulement la grande guerre civile de 97, nous devons privilégier le dialogue. Mais pas un dialogue initié par, je dirais, Denis Sassou Nguesso et ses sbires, c'est le dialogue de toutes les couches de la population congolaise. Est-ce que ce dialogue-là doit se faire avec M. Denis Sassou Nguesso? Mais pour dialoguer, il faut deux personnes, sinon ça devient un monologue. D'accord? Nous devons, toutes les couches de la population congolaise doivent dialoguer. Nous devons nous mettre autour d'une table pour régler nos problèmes. D'accord? Denis Sassou Nguesso, s'il vient autour de la table, on ne va pas le chasser. D'accord? Mais de toutes les façons, il a des soutiens. Pour régler nos problèmes, ils doivent se mettre autour de la table avec nous, mais sous certaines conditions. D'accord? Aujourd'hui, nous avons, c'est-à-dire tous les démocrates congolais ont le fusil ou le pistolet sur la tempe. D'accord? On ne peut pas les dialoguer en pareil cas. Il y a des prérequis, parmi lesquels qui cessent les arrestations, ils doivent libérer tous les prisonniers politiques, tous ceux qui sont détenus de façon arbitraire doivent être libérés. Ils doivent faire repartir les troupes étrangères. Tous les mercenaires qui sont au Congo doivent repartir et ramener plutôt une grande cohésion, une confiance, et ensuite on se mettra autour d'une table. Et il n'est pas dit que le dialogue entre Congolais se déroule au Congo. On peut même, je dirais, faire en sorte que ce dialogue se passe plutôt à l'étranger. Il faut délocaliser ce dialogue. On discuterait de quoi dans un dialogue? Est-ce qu'on négocierait le départ de M. Denis Sassou Nguesso ou, comme le pensent certains, une transition est possible avec M. Denis Sassou Nguesso à la tête du pays? À votre niveau, au CNRT, vous êtes donc président de la commission des experts. Est-ce que vous en avez déjà discuté? Si oui, quelle est la position du CNRT? Si ce n'est pas le cas, à titre personnel, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme objectif pour ce dialogue? La question a été abordée au sein du bureau exécutif du CNRT. Il le sera dans les prochains jours au sein de l'Assemblée permanente. Mais ce qui se dégage aujourd'hui, c'est qu'il faut que toutes les couches de notre République puissent s'asseoir autour d'une table et dialoguer. D'accord? Mais nous savons aujourd'hui que Denis Sassou Nguesso est un président de fait. Il n'a pas été élu par les Congolais. Avec lui, ça me fait penser à la formule chère au président François Mitterrand, le coup d'État permanent. Avec lui, nous ne connaissons que le coup d'État permanent. Donc il faudrait que ça s'arrête. Et pour que ça s'arrête, c'est par le dialogue. Donc on a le recul de la conférence nationale de 1991 et la transition qui s'en est suivie avec le retour à la démocratie. On peut partir sur ce qui a réussi. D'accord? Ça ne sert à rien d'écarter cela d'un revers de la main. Ça a été une réussite. On peut partir sur un dialogue, on peut partir, on joue sur la sémantique. Ça peut être un dialogue, ça peut être une conférence nationale, ça peut être autre chose. D'accord? Mais de toutes les façons, nous avons face à nous
quelqu'un qui est arrivé par le biais d'une guerre civile par la force. Et donc, pour le sortir, je pense qu'il faudrait plutôt miser sur le dialogue, éviter un bain de sang. Alors, comme vous venez de le dire, un dialogue est souhaitable, mais est-ce que ce dialogue-là, comme certains le disent, est dû au fait que les caisses du Trésor public congolais sont vides, que la chute du pétrole, en tout cas du prix du baril du pétrole aujourd'hui aussi autour de $50, ne donne plus les coudées franches à M. Denis Sassou Nguesso, et la paupérisation de la population est assez importante, la crise économique est très saillante. Est-ce que dans ce dialogue-là, on pourrait discuter des problèmes sociaux, économiques du pays par exemple, ou est-ce que ça se ferait plutôt après? Non, l'opposition congolaise a toujours souhaité que l'on organise les États généraux de la nation pour pouvoir, parce que nous avons une crise qui était d'abord une crise politique. D'accord ? Aujourd'hui, à cette crise politique se conjugue ou s'est conjuguée la crise économique, et il y a la crise sociale. Elle a toujours été là dans la mesure où toutes les richesses du pays ont été captées par une minorité. Mais je ne pense pas que c'est la crise économique qui pousse. Il y a aussi des pressions internationales. Tout à l'heure, vous faisiez allusion au communiqué qui a été publié par l'Élysée, la présidence de la République française, suite à la rencontre du président François Hollande avec notre compatriote et éminent écrivain Alain Mabankou. Le communiqué disait clairement qu'il fallait que tous les Congolais, toutes les Congolaises se mettent autour d'une table et dialoguer pour éviter la guerre. La crise économique nous montre aujourd'hui que l'on a perdu du temps. On aurait dû amorcer les États généraux de la nation depuis belle lurette. Et peut-être que ça nous aurait évité de prendre cette crise de plein fouet. Alors, je sais que de votre formation, vous avez des compétences en économie. Qu'est-ce qui explique qu'un pays aussi riche que le Congo, qui a engrangé des milliards de dollars avec un baril de pétrole aux alentours de 100 euros, n'a pas pu décoller économiquement? Est-ce que c'est faute d'avoir un modèle économique, ou c'est tout simplement dû à la mauvaise gestion ou au pillage systématique, comme certains le disent, des deniers publics? Est-ce que vous avez, vous, des propositions à faire pour demain? Vous êtes dans la commission des experts, le fameux Congo 2.0. Est-ce que vous avez des pistes de réflexion à ce sujet? Oui, merci, mais c'est une question encore pertinente. Nous avons des personnes à la tête de notre État. Si je vous dis que ces personnes n'ont jamais eu de vision avérée, vous direz peut-être que c'est une critique sévère ou facile, mais quand quelqu'un se dit leader, président de la République, se dit avoir été élu, on est élu sur un programme, sur une vision. Quand on est élu sur un programme et une vision, on déroule sa vision. Mais qu'est-ce qu'on observe depuis 1997 au sortir de la guerre civile? Il ne s'est rien passé. D'accord? Tout ce qui a été fait sur le plan économique, sur le plan social, c'était du m'as-tu vu. D'accord? On a construit des aéroports, des aérodromes un peu partout, d'accord? Sans réflexion économique. Moi, je vous dirais qu'il y a la municipalisation accélérée. En Bien tout sûr. cas, les chantres du pouvoir disent qu'ils travaillent. Ils travaillent, c'est-à-dire oui, mais quand on jette plus de 500 milliards par an par les fenêtres, quelles sont les retombées économiques de la municipalisation accélérée? On nous démontre les retombées économiques. Aujourd'hui, on a plus d'un Congolais sur deux au chômage. Donc si la municipalisation accélérée avait pour but de sortir les Congolais du chômage, de sortir les Congolais de la misère, je ne serais pas aujourd'hui devant vous en train de faire cette interview. Les Congolais se sont paupérisés. D'accord? Il y a eu plus de 10 000 milliards d'excédents budgétaires au Congo, quand le baril tutoyait les 100 dollars à 120. D'accord? Qu'est-ce qu'on en a fait de cet argent? On ne sait pas où est passé cet argent. On aurait pu
transformer l'économie. Les diagnostics sont connus. Nous avons une économie de rente, c'est-à-dire l'argent tombe du ciel, mais quand vous avez l'argent qui tombe du ciel, il faudrait transformer cet argent. On peut comparer notre pays avec d'autres pays. Par exemple, les Émirats arabes unis, ils se sont servis de leur position géographique pour monter une économie qui est basée essentiellement sur le transport aérien. Ensuite, il y a aussi des zones franches. On aurait pu aussi, nous, se servir, je dirais, de la position géographique de notre pays. Nous avons accès à la mer, un pays qui est tout en longueur et qui aurait pu permettre d'enclaver un certain nombre de pays frontaliers. Par exemple, la République centrafricaine, le Tchad. Ces deux pays n'ont pas accès à la mer. Vous prenez le cas de la République démocratique du Congo. Le flanc ouest de ce pays n'a pas accès à la mer, a accès au fleuve. D'accord ? Et quand les commerçants, les industriels de ce pays font venir des produits, la marchandise, ça passe par Boma ou Matadi. Mais il n'y a pas de voie entre Boma et Matadi. Mais si on aurait pu, un temps soit peu, réfléchir, on aurait pu mettre en place des autoroutes, construire des ports. À Pointe-Noire, ça existe. À Brazzaville, on aurait pu moderniser. Ça aurait permis, finalement, vous avez, par exemple, des industriels centrafricains ou tchadiens, au lieu de passer par Douala, ils passeraient par le port de Pointe-Noire. 24 heures après ou 48 heures après, ils ont des conteneurs chez eux. Mais c'est ce que M. Denis Sassou Nguesso fait. Mais il ne le fait pas. Il a construit la route Brazzaville-Pointe-Noire. C'est ce qu'on nous dit. Laquelle? Laquelle Je ne voudrais pas être les grossier. gens de Pointe-Noire vont passer leur week-end en Caille. Je ne voudrais pas. Honnêtement, je ne voudrais pas manquer de respect à ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Ils font aujourd'hui ce qui se faisait dans les années 20-30. D'accord ? C'est-à-dire, nous avons un pays d'environ 4 millions d'habitants, 4 millions et demi. D'accord ? Nous voulons stopper ou réduire la dépendance de notre pays au pétrole. C'est-à-dire qu'on est exposé, réduire l'exposition de notre pays. Donc, transformer l'économie de notre pays, je pense, on peut se servir d'un élément, c'est la situation géographique. La situation géographique de notre pays fait que on est entouré des pays qui sont plus ou moins enclavés. On est frontalier avec la République démocratique du Congo, c'est plus de 60 millions d'habitants, un gros marché. D'accord ? On ne doit pas seulement se contenter de notre marché intérieur. L'économie, c'est ça. Il faut jouer sur les avantages comparatifs. D'accord ? Si nous faisons en sorte que notre pays devienne un pays de transit, d'accord, nous allons capter le commerce, une bonne partie du commerce international de la sous-région. C'est-à-dire, vous construisez une autoroute. Là, tout à l'heure, vous me parlez de... Mais c'est une route nationale. Vous faites quoi? Vous faites passer quoi sur une route nationale? Vous ne faites rien passer. C'est que des véhicules de tourisme. D'accord? Donc, si on veut transformer notre économie, par exemple, on construit une autoroute entre Pointe-Noire, Ouesso et Bétou. Dès lors, on a accès à la Centrafrique, on a accès au Tchad. Et on a accès, par ailleurs, au flanc ouest de la République démocratique du Congo. Vous verrez que tous les commerçants qui sont à l'ouest et le long du fleuve passeraient par le port de Pointe-Noire et le port de Brazzaville. D'accord? C'est ça une bonne réflexion économique. Alors, on va bientôt arriver à la fin de notre émission. Si je vous dis, donnez-nous 2 ou 3 exemples de ce que vous pourrez faire demain pour sortir le pays de l'abîme, sur le plan économique par exemple. Qu'est-ce que vous me dites? Alors, sur le plan économique, ce que je voudrais vous dire, tout simplement, c'est que si vous regardez le cycle ou les cycles économiques par lesquels sont passés les pays dits modernes aujourd'hui, vous remarquerez que ces pays-là sont passés de l'agriculture à l'industrie, de l'industrie au service. Il n'y a que l'Inde qui a fait différemment. L'Inde est passée de l'agriculture au service, est en train maintenant de développer son industrie. Donc, vous regardez le cas du Congo, l'agriculture, nous avons essentiellement une agriculture qui est vivrière, tournée vers
la couverture de nos besoins primaires. L'industrie n'existe pas, c'est une industrie extractive, qui est une industrie plutôt capitalistique. D'accord, utilise beaucoup de capitaux, très peu de main-d'œuvre. C'est ce qui explique aussi le chômage de masse de notre pays. Les services, c'est essentiellement des services bancaires et assurances. Donc la première proposition, mais qui est toute simple, c'est transformer tous les pans de l'économie. L'agriculture, nous devons faire passer notre agriculture d'une agriculture vivrière à une agriculture commerciale. D'accord, c'est-à-dire nous devons dégager des excédents qui doivent être commercialisés à l'étranger. Le fait de faire passer notre agriculture d'une agriculture vivrière de subsistance à une agriculture commerciale nous permettra aussi de développer une industrie agroalimentaire, la transformation des produits agricoles. Et par l'industrie, c'est assez simple, nous sommes un pays qui a aujourd'hui une économie ou une industrie extractive, c'est la promotion de la transformation des produits. Regardons un exemple qui est tout simple. Nous sommes un grand pays producteur de bois. Ce bois n'est pas transformé chez nous, d'accord? Et nous achetons par exemple le carrelage à l'étranger. On aurait pu, par exemple, promouvoir la construction des industries de parquet. D'accord? Le parquet est commercialisé partout dans le monde. D'accord? Ça, c'est un exemple assez simple. Au niveau des services, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Mais si on investit dans des infrastructures, c'est-à-dire les autoroutes et les ports, on fait de notre pays un pays de transit. C'est, vous voyez, le cas des Émirats arabes unis. Ils ont une position centrale. Si vous voulez aller en Asie, l'Asie du Sud-Est, vous survolez les Émirats arabes unis. Ils ont construit un grand hub. Ils ont maintenant aujourd'hui l'une des plus grandes compagnies aériennes. Donc le Congo aussi peut avoir le plus grand port au niveau de la sous-région de l'Afrique centrale, un grand port fluvial au niveau de Brazzaville, pour pouvoir capter tout le commerce de la sous-région, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et ce faisant, nous aurons transformé l'économie de notre pays. On n'a pas besoin d'inventer la science. Alors, Lazare Monzeo sur Congo Liberty, comme vous l'imaginez, on est sur un débat assez technique, très passionnant. Nous allons inviter M. Monzeo sur Congo Liberty pour faire une émission économique, où il pourra détailler toutes ses propositions pour le Congo. Nous arrivons à la fin de notre émission. Est-ce que vous avez un dernier mot, M. Monzeo? Oui, ce que je voudrais dire et insister sur le fait que notre pays à la croisée des chemins, soit on continue avec la barbarie, la tyrannie et la dictature, ou finalement nous nous ressaisissons pour nous asseoir autour d'une table et plancher sur les problèmes qui minent notre pays et sortir notre pays des abîmes. Donc j'appelle de mes voeux aux États généraux le dialogue ou une conférence nationale, mais sous certaines conditions. Pas le dialogue version Denis Sassou Nguesso et son gouvernement, mais ça doit être le dialogue des Congolais et des Congolaises. C'était l'interview de Lazare Monzeo, membre du CNRT, président de la commission des experts de cette organisation-là. Nous vous remercions, cher frère Lazare, et puis nous vous disons à très bientôt sur Congo Liberty. Merci beaucoup. Merci à tous, à bientôt, au revoir.